Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle reco du week-end, avec un week-end un peu plus long qui se prolonge grâce au 15 août, et qui dit week-end plus long dit plus de contenu, plus de séries et plus de films. Et on commence tout de suite avec Netflix et son nouveau blockbuster, Day Shift, le nouveau film de vampire de J.J. Perry. J.J. Perry qui est à la base un artiste martial et un stunt coordinateur, un coordinateur de cascade, quoi. Et donc, qui nous fait sa première réalisation made in Netflix, made in California. Et attention, ça défouraille. Donc, on a le soleil de Californie, des vampires et des chasseurs de vampires. Et on va suivre l'histoire de Bud, Jamie Foxx, Bud Jablonski, qui travaille sous une couverture de nettoyeur de piscine, mais en fait, il est chasseur de vampires. Bon, à chaque fois que je dirais chasseur de vampires, je dirais chasseur de vampires. Et qui donc chasse des vampires de jour. D'où le titre du film, Day Shift. Hein, c'est quand tu travailles de journée. Hein. Night Shift, c'est quand tu travailles de nuit. Hein, voilà. Et donc sans spoiler, le film s'ouvre sous de magnifiques paysages de la Californie, avec cette lumière très chaude, avec le Hollywood sign et avec une musique iconique. Ah oui, on sent qu'il aime cette Californie, J.J. Perry, hein, des couleurs très chaudes, très saturées, hein, un peu à la Michael Bay. Bon, un peu à la Michael Bay, mais pas à la réalisation non plus, hein, toute proportion gardée. Et donc dès le début du film, on te montre la couleur, t'as un affrontement direct, Jamie Foxx contre une vieille vampire, one, bim bam boum dans une baraque, ça défouraille, les chorégraphies sont superbes, les make-up sont soignés, c'est très inventif au niveau de la chorégraphie de combat, et là tu te dis ouais, effectivement, le réal, c'est un tapeur. Et donc on va suivre les aventures de Bud Jablonski, aka Jamie Foxx, qui tue des vampires le jour à son compte. Parce que faut savoir qu'avant, il faisait partie d'une organisation secrète, Unity, dont on ne sait rien de plus, qui chasse des vampires dans le monde entier depuis X temps et qui a au sein de sa compagnie l'ultimate chaser, j'ai nommé Snoop Doggy Dogg, le cowboy. Eh ben Snoop qui s'en sort pas trop mal, hein. Snoop en fait, le truc qu'il a pour lui, et ça c'est tout de suite le tampon certifié, c'est sa voix. Il a une voix unique, une voix que tu reconnais entre mille, et qui lui donne ce côté sympathique, et tu kiffes l'entendre, tu kiffes l'entendre parler, tu kiffes l'entendre causer, le mec. Il a une manière de donner les répliques et du coup ça passe. Et puis en plus il est dans son élément, on est sur la West Coast, il est à Los Angeles, c'est lui le patron. Et donc Bud, qui avait été viré de Unity parce qu'il foutait trop le bordel, il respectait pas les codes et les règles quand il défouraillait du vampire, il va réintégrer l'entreprise pour pouvoir sauver sa famille. Ah oui, on n'a pas parlé de ça, sauver sa famille, parce qu'en fait sa femme menace de se barrer avec la petite en Floride s'il paye pas le dentiste et l'école. Donc scénaristiquement les gars, n'allez pas chercher bien loin, on est juste là pour rigoler. Les personnages sont pas vraiment développés, c'est pas vraiment approfondi, mais on est là pour passer un bon moment. Bon, un bon moment qui se fait attendre, hein, parce que entre le premier combat dans la scène du début et l'action qui redémarre, il y a au moins, je crois, 40 minutes, hein, pour nous expliquer l'histoire qui tient en 2 lignes sur un bout de papier. Mais alors attention, quand ça repart, ça défouraille non-stop. Hein. Il y a d'ailleurs une scène, c'est ma préférée du film, qui se passe dans une maison, c'est un nid de vampires, et alors là, t'as Jamie Foxx, Dave Franco, Dave, hein, qui ressemble à son frère James quand il était jeune, hein. C'est assez impressionnant, et on a Scott Adkins, et là, oh là là. Il défonce tout ce qui allait dans l'ongle avec une inventivité, une créativité dans les scènes de combat qui est assez fun en fait. On a aussi une super scène de poursuite avec des bagnoles et des motos, et là J.J. Perry va utiliser le drone FPV, et franchement il l'utilise pas à outrance, et du coup c'est cool. Il l'utilise bien, il n'y en a pas trop, comme certains ont abusé aujourd'hui dans certains films, on le voit, ils en abusent trop. D'ailleurs on sent qu'il veut faire des petits clins d'œil à Terminator 2, vous verrez, il y a quelques easter eggs, hein, d'ailleurs même chez Unity, vous verrez un portrait de Abraham Lincoln. Bon, je vous laisse deviner pourquoi. Ma foi, on passe un bon petit moment dans ce film, hein, sans prétention, c'est fun, c'est gore, c'est cool, il y a de l'action. Je trouve que Jamie Foxx, il a envie de jouer un peu à la Denzel Washington. Si vous regardez Out of Time à Denzel Washington et que vous regardez la façon dont il joue dans Day Shift, tu sens qu'il l'a joué un peu Denzel. Moi, ce film, il m'a donné envie de revoir Vampire de John Carpenter. J'adore ce film de 1998. Si vous l'avez pas vu, courez le voir, vous foutez un VPN sur Netflix, il est disponible. Ah, j'oubliais, mais il faut que je vous en parle, hein, parce que dans ce film, il y a mon copain, le seul, l'unique, l'iconique, Peter Stormare, qui joue ici le rôle d'un prêteur sur gage, d'un reseller, d'un revendeur, enfin bref, un petit rôle caméo, mais à chaque fois qu'il est à l'écran, putain, il crève l'écran, ce gars-là. Et vous pouvez retrouver ici, hein, sur ma chaîne, l'entretien exclusif que j'ai eu avec lui, un entretien sans langue de bois, franchement, Peter, c'est un killer. Donc si vous aimez les vampires comme moi, eh bien passez un bon moment ce week-end devant Day Shift et ses chasseurs de vampires. Et on passe tout de suite à la reco Disney Plus avec son dernier blockbuster. On en a pas mal parlé sur la chaîne. Il s'agit bien entendu de Prey, le 5e Predator. Comme vous le savez déjà, j'ai reçu en exclusivité sur la chaîne le Predator himself, l'acteur Dan DiLiegro, qui est sous le costume de cette bête iconique, ce monstre, cette créature qu'on aime tant. Alors ce Predator est un préquel qui se passe 300 ans en arrière, à l'époque des Premières Nations, et là on va suivre la tribu des Comanches qui va devoir affronter un Predator qui est venu traîner ses guêtres dans les verts pâturages du nord du Canada. Faut que j'arrête.
L'idée est géniale, elle avait déjà été pensée à l'époque de Predator 2, hein, dans cette scène iconique finale où le Predator offre un flingue à Danny Glover avec la date 1715. Donc 1715, forcément, ça nous ramène 300 ans en arrière. Et du coup, on va savoir d'où il vient ce flingue, hein, parce que depuis 1990, avec le film de Stephen Hopkins, film que j'adore, on savait pas pourquoi. Eh ben maintenant tu vas savoir, hein. Et puis quelle bonne idée, mais quelle bonne idée de faire s'affronter des chasseurs-cueilleurs, des Amérindiens contre le chasseur ultime de l'espace. Eh ben ça donne un bon coup de peinture à la franchise, hein, un peu de sang neuf, hein, avec un design du Predator vraiment repensé, avec un casque comme ça un peu osseux, franchement ça le fait grave. Un Predator avec des armes plus primaires, des flèches, un combat rapproché, pas de pistolet laser sur l'épaule, contre les Indiens avec leur tomahawk et leurs flèches, tu vois. Et ça fonctionne, hein. Bon, alors certains diront oui, mais bon, là l'action est centrée autour d'une femme, alors qu'à l'époque les femmes elles faisaient la ménage, la bouffe et les médicaments, hein, elles pèsent 40 kilos, elles affrontent un Predator de 2 mètres. Bon, déjà c'est un film de science-fiction. À partir du moment où t'assumes qu'il y a un vaisseau spatial qui arrive avec un monstre, tu peux assumer qu'on prend la réalité et qu'on la torde un peu. Et en plus de ça, historiquement parlant, les femmes guerrières indiennes ont existé. Elles chassaient le bison, elles étaient chefs de tribu, elles allaient à la guerre. Hein, quand toi, t'as peur de chasser un moustique tigre dans ta putain de chambre. Donc ça peut déranger certains qui ont des idées reçues, mais surtout qui sont pas au courant historiquement que ça a existé. Alors effectivement, tout le film tourne un peu autour d'elle, aux dépens de certains chasseurs mâles. Moi, je trouve que pour le coup, son frère, Tabé, Dakota Beavers, il lui vole la vedette. Franchement, super acteur, premier rôle, il est impressionnant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous m'en parlerez en commentaire. Mais tout ça n'empêche pas que pour ma part, j'ai adoré Prey, c'est vraiment un super film. Alors bien entendu, il y a le 1 qui reste iconique, qui reste immense, et d'ailleurs même le réalisateur, hein, Dan Trachtenberg, est fan de John McTiernan, est fan de Predator 1. Donc forcément, ce film-là pose les bases. Donc, tu peux pas aller au-dessus, tu vois. Mais en tout cas, dans la saga Predator, moi je place Prey en 3e position, juste derrière Predator 2. Et d'ailleurs, parlant de ça, allez voir ce live anthologique saga Predator. On était plus de 790 en live, ça fait trop plaisir. Des réactions incroyables, 4 heures de live, on revient sur toute la saga. Allez checker ça et on en parle en commentaire. Et on passe rapidement à la reco Prime Video avec une bonne petite surprise, un bon petit thriller que j'ai découvert, Last Seen Alive, La Disparue. Avec en tête d'affiche Gerard Butler, Jamie Alexander, 2 acteurs que j'apprécie beaucoup. Et ça fait plaisir quand même de voir Gerard Butler. Ça fait toujours plaisir, hein. Il fait des films un peu inégaux, mais lui, il a un putain de charisme. Et là, dans ce film, il est buriné, il est sale, enfin tu vois, il est nature. Et donc ça raconte l'histoire de ce couple, Will et Lisa, qui traversent une période compliquée. Et donc dès le début du film, on voit Will qui raccompagne Lisa chez ses parents parce qu'ils ont besoin de faire un break, parce que Lisa, elle a trompé Will. Et Will, tout de suite, on sent qu'il aime sa femme, qu'il veut lui pardonner et qu'il veut qu'elle reste avec lui. Et donc en chemin, ils se rendent compte qu'ils ont plus d'essence, donc ils vont s'arrêter à une station-service pour faire le plein. Là, Will, pendant qu'il fait le plein, Lisa va dans la boutique acheter des gâteaux, hein, du café, enfin bref, et bim, elle disparaît. Donc là, Will, il commence à paniquer. Où est ma femme? Il commence à poser des questions à tout le monde. Il fait le tour. Il appelle la police. Il va chez ses beaux-parents. Mais sa femme a disparu. Elle a été enlevée. Moi, tout de suite, ça m'a rappelé un film de 1997, Breakdown, Point de rupture, avec Kurt Russell, réalisé par Jonathan Monstow, où, c'était une histoire un peu similaire. Un couple en bagnole qui s'arrête à une station-service. Ils sont repérés par un réseau de criminels. La femme disparaît. L'homme va tout faire pour retrouver sa femme. Qu'elle est vivante. Breakdown, Point de rupture. Où est-elle? Et il se passe exactement la même chose dans ce film, à 2-3 détails près, mais Gerard Butler va tout faire pour retrouver sa femme lui-même. Donc la réalisation est soignée, ça tient en haleine jusqu'au bout. Est-elle vivante? Est-elle morte? Parce que dès le début du film, hein, et là on peut vous spoiler parce qu'on vous le dit dès le début du film, on vous dit elle est morte. Donc il va tout faire pour la retrouver lui-même, même se mettre la police à dos, s'infiltrer chez des trafiquants de drogue, il va même prendre les flingues du grand Gerard Butler. C'est très sympathique, vous allez passer un très bon moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez streamer, allez au ciné, allez vous baigner. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end.